retrouver, mesdames. C'était un régal de lire vos livres, des livres avec des portraits de femmes très agréables à deux époques, 1963 d'un côté pour Ma chérie et de nos jours pour Anna dans Ciao Bella. Et avec nous ce soir, pour se passer un bon moment, nous avons Perrine. Perrine qui est l'éditrice, c'est ça Perrine, de nos deux charmantes auteurs. Ça sera intéressant de parler du rôle de l'éditrice, de comment on accompagne ces auteurs dans l'écriture. Je voulais vous proposer un petit jeu, mesdames, si ça vous disait. Je suis partie de la définition d'une héroïne, définition prise dans le dictionnaire, et je voulais voir avec le portrait de vos deux personnages principaux comment on peut arriver à faire notre propre définition de l'héroïne. Alors, une héroïne, c'est très simple. C'est la figure principale d'un roman. Jusque-là, Perrine, on est d'accord? Rien d'extraordinaire. On est d'accord. Mais c'est aussi un personnage qui va se révéler d'un grand courage, d'une noblesse de sentiment. Alors, on ne parle pas forcément de Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges ou même plus proche. Ça peut être une femme ordinaire, mais c'est une femme qui va se révéler. Voilà le cadre. Je vous propose d'avancer et de comparer nos deux personnages. Alors, tout d'abord, comment l'une et l'autre, cette idée, blog pour Serena, personnage placé dans son époque, l'année 1963, le personnage principal, c'était une femme. Ça pouvait être qu'elle. Serena, la question est facile, mais pour Laurence, ça ne pouvait être que cette femme si particulière. Oui, particulière parce elle part de rien, mais dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire, elle part de tout pour avoir rien, et en perdant tout, elle va tout découvrir. Donc c'est l'histoire en fait. J'ai bien aimé la définition de l'héroïne. Il y a une chose avec laquelle je suis pas forcément d'accord, c'est la question du courage. Pour moi, une héroïne ne doit pas forcément faire peur de courage, elle doit apprendre. Moi, c'est avec mes héroïnes, c'est ça, c'est apprendre. C'est ma définition. Exactement, c'est pour ça, mais je voulais qu'on descende dans la transformation d'une femme en héroïne, oui. et pour arriver à définir vraiment l'héroïne. Serena, notre personnage, c'est quelqu'un qui s'est imposé. Il y a beaucoup de vie, il y a le passage par le blog, il y a ce côté très vivant. C'était ça qui était important, c'est d'imposer quelqu'un qui ose, pareil, qui va trouver son courage. Oui, Anna s'est imposée à moi. Je crois que tous les personnages s'imposent au romancier de toute façon. Et j'avais envie de parler d'une femme ordinaire. Finalement, c'est une mère très angoissée, comme il y en a beaucoup, imparfaite aussi. Et il faut qu'elle a appris au fur et à mesure de sa thérapie avec sa psy à s'accepter comme elle est, à vaincre ses peurs. Et elle devient peut-être pas une héroïne parfaite, mais elle devient une meilleure version d'elle-même. Et c'est ce chemin-là que j'avais envie de montrer. Alors, l'époque, on va repartir avec Ma chérie. Ma chérie, Laurence, un sacré prénom. Il faut l'inventer, ce prénom. Gloria Mercey Hope. Oui, en anglais, ça veut dire gloire, pitié, espoir. Mais c'est des prénoms qui sont vraiment donnés aux États-Unis. Gloria, Mercy, Hope. Et c'est vrai que c'est une jeune femme, enfin c'est un bébé qui a très mal débuté dans la vie, puisqu'on le voit dès le début de l'histoire, en fait, elle a failli mourir à la naissance. Et son papa a décidé de lui donner ces trois prénoms qui sont très très lourds à porter quand même. Et curieusement, c'est imposé au roman, en fait, les trois parties intitulées à chaque fois la gloire, le début, la pitié, le milieu de son histoire, et l'espoir, donc la fin de l'histoire. Et c'est arrivé complètement par hasard, en fait. Ces prénoms étaient choisis d'abord et ça a correspondu, en fait, au déroulement de l'histoire. C'est ça qui était extraordinaire, parce qu'on penserait que c'était calculé, prévu. Non. Le personnage, Gloria, donc Ma chérie, on va l'appeler Ma chérie maintenant, puisque c'est le nom qu'on lui donne. Ma chérie s'est étoffée, s'est créée de toutes pièces, était un personnage très vivant quand tu l'as écrit, quand tu l'as élaboré.
Non, en fait, ils naissent au fur et à mesure, les personnages. J'ai pas de plan quand j'écris. J'ai une idée, j'ai envie de répondre à une question, en fait. Et en l'occurrence, je voulais parler de la ségrégation dans les années 60 aux États-Unis. Et je voulais parler de la découverte de deux personnages, de l'apprentissage qu'ils ont l'un envers l'autre, en fait. Mon but, c'était ça. C'était pas de raconter le quotidien d'un couple mixte, c'était de raconter leur découverte et cette espèce d'apprentissage tout à fait calme, le dialogue entre eux comme ça. Donc ça s'est étoffé, le personnage s'est étoffé au fur et à mesure, mais c'est parti avant tout d'une idée. Elle n'était absolument pas construite, Gloria, au début. C'est très amusant. On va avancer avec elle. Nos deux personnages donc, ont eu une enfance pas facile, on est d'accord? Perrine, est-ce que quand un éditeur travaille avec son auteur, on attend la totalité de son écriture, la fin du livre, ou est-ce que les conseils, ou est-ce que les envies, ou est-ce que les points de blocage apparaissent au fur et à mesure des chapitres? Alors, il faut que je corrige en fait, moi, je suis l'éditrice de Serena et de Laurence en poche. Oui, mais il peut y avoir des modifications, pardon, Perrine. Il peut y avoir des modifications si l'auteur le souhaite. Mais je n'interviens pas sur le texte. En revanche, je déguste comme un bon macaron tout frais. Mais je n'interviens pas sur le texte à première vue, sauf si on me demande mon avis. Si je suis sollicitée, je donne mon avis. Et il arrive effectivement que dans ces cas-là, on retravaille l'ensemble. Mais ce n'est pas le rôle de l'éditeur de poche, c'est le rôle de l'éditeur du grand format. D'accord. Du grand format qui est en poche, le travail ne va pas être le même. D'accord. Et dans le travail, on reviendra. On reposera une question à Perrine. Donc, mesdames, une enfance dans une famille un peu dysfonctionnelle pour nos deux héroïnes. Anna, on est en Italie à l'époque. Pour ma chérie, on n'est pas encore à Miami dans un luxe extraordinaire, des enfances difficiles. Est-ce que le poids de l'enfance pour se révéler est important? Est-ce que la lutte pour son quotidien, pour son développement est quelque chose d'important pour construire une femme? Serena, Laurence? À mon sens, oui, c'est le plus important, c'est construire une maison sur de bonnes bases, en fait. L'enfance, c'est vraiment c'est la base d'une vie. Effectivement, si on a une enfance compliquée, des parents qui sont absents ou qui ne font pas bien le job, entre guillemets, c'est compliqué de se construire ensuite sainement. Ça a été le cas d'Anna, effectivement, qui a eu une enfance assez difficile et qui ne voulait surtout pas reproduire ça avec ses enfants, puisque c'est finalement le chemin le plus facile à reproduire, puisque c'est ce qu'on nous a appris. Et le plus dur, c'est de choisir un autre chemin, le sien qui me semble le plus juste. Et c'est très courageux, je trouve, de faire la démarche d'envisager un changement, d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Et voilà, donc pour moi, l'enfance, c'est la base de tout. Alors, c'est une grosse pression pour les parents. Hein. Je suis moi-même maman, donc je fais très, très attention à essayer de faire de mon mieux. Bien évidemment, ça ne peut jamais être parfait puisque on est des êtres humains. Mais la bienveillance, je pense, est la base d'un rapport sain avec les enfants. Et voilà, les aider à grandir entourés de bienveillance et d'amour, c'est quand même la base. Et Laurence, est-ce que la souffrance, parce que nos deux petites filles, Gloria petite, Anna, quand elle va quitter l'Italie pour la France, elles ont été soumises toutes les deux à des épreuves. En fait, de trois prénoms, on l'appelait plutôt sœur bigleuse parce qu'elle avait un léger strabisme. Oui, léger, oui. Et pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, dans un premier temps, on se construit soit pour faire la fierté de nos parents, soit pour ne pas être comme eux, en fait. Mais je suis intimement persuadée qu'à un certain moment de notre vie, ça s'arrête tout ça. Enfin, on plonge dans notre vie à nous
avec nos envies à nous, sans comparer forcément à ce qu'on a vécu, à notre enfance. C'est plus une revanche, c'est plus… voilà. En plus, bon, il faut savoir quand même que dans l'histoire, ma chérie, la difficulté de son enfance, c'est pas son foyer, parce qu'elle a un foyer qui est tout à fait normal. Son papa, sa maman sont présents, ils sont gentils avec elle, elle n'est pas du tout maltraitée ni quoi que ce soit. C'est une enfance difficile physiquement, on va dire simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, elle louche, elle est maigrichonne, elle ne correspond pas au canon de la beauté des cours de récréation de la Floride, on va dire. Et là, oui, au début, ce qu'elle veut faire, elle, c'est effectivement faire sortir le papillon de cette espèce de chrysalide. Mais après, le père a la main un peu leste quand même. Oui, mais je pense que ça correspond aussi à l'époque. Ça correspond à l'époque, ça correspond à la région aussi. Je n'ai pas voulu en faire quelqu'un de spécifiquement violent. Je pense qu'il est culturellement, oui, il a culturellement la tape facile, quoi. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui va la battre comme plâtre. Hein. C'est culturel, quoi. C'est pas vraiment, elle vit pas un enfer non plus. Hein. Et donc, nos deux héroïnes ont une enfance qui est pas spécialement drôle, parce que sur le physique, comme tu dis, de notre chérie va être en pleine évolution, et on va voir jusqu'où elle va aller, puisqu'elle va se révéler. Elle va devenir Miss Floride, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Anna, quant à elle, arrachée à sa grand-mère, arrachée à son Italie chérie, elle va arriver en France et elle va être d'un courage déjà extraordinaire. Quand on la retrouve chez son psy, elle a peur, on pourra en parler, du chiffre 4, de l'autoroute, elle a peur de plein de choses, mais quand elle arrive en France, elle ne maîtrise pas le français, elle va être d'un courage incroyable. Quand elle arrive en France, elle est en mode survie, elle n'a pas trop le choix. Elle est catapultée dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une langue qu'elle ne connaît pas, qu'elle va devoir apprendre dans une nouvelle école avec de nouvelles personnes, une nouvelle culture aussi, et sans ses repères, sans sa grand-mère, effectivement. Donc, elle est en mode survie, elle n'a pas le choix. Je crois qu'à ce moment-là, elle ne ressent pas les peurs, elle ne ressent pas l'angoisse, elle est en pilote automatique. Elle se dit, bon, ben, je vais apprendre à parler, à écrire et à lire le français. Et on verra, je vais me faire discrète pour qu'on les moqueries ne me tombent pas trop dessus. Et puis ensuite, on verra. Et toutes ces peurs qu'elle avait enfouies tout ce temps ressortent avec l'accouchement de son premier enfant. Et là, effectivement, plein d'autres peurs, d'angoisse viennent s'ajouter à tout ça. Mais elle a tenu bon très longtemps. Et puis à un moment, bien sûr, lorsqu'elle est devenue mère, tout lui a explosé à la figure. Et son côté schtroumpf grognon, ouais. C'est son armure. Elle est grognon, oui. Je pense que c'est son armure, c'est sa façon à elle de réagir face à sa peur. Elle essaie d'en rire, elle essaye elle râle pour ne pas craquer, en fait. Elle se raccroche à ça, c'est sa façon de pas montrer ses faiblesses, de les tourner en dérision. Et oui, c'est un masque, c'est clairement un masque. Alors, ma chérie aussi a un masque et une forme d'armure très différente de celle d'Anna. Elle est devenue Miss Floride, c'est devenue une très jolie femme, et cette beauté va lui servir et lui sert d'armure. Mais en fait, elle ne se révèle pas du tout. Ah non, elle dort. Elle dort dans sa bulle dorée. Elle est prise comme ça dans une espèce de vie mondaine, de paillettes, d'amour plus ou moins, parce qu'on verra plus tard que c'est peut-être un amour qui est dû uniquement justement aux gens qui présentent bien et puis qui fréquentent les bonnes personnes. Mais c'est effectivement, bon, déjà, c'est effectivement une revanche sur son enfance, et elle va se contenter de ça pendant très longtemps, quoi. C'est-à-dire se contenter d'être belle. Ce qui, à l'époque, dans les années 60, surtout dans un endroit comme Miami, en Floride, à Coral Gables, là-bas, qui est la banlieue qui est très, très riche de Miami, ça pouvait vous servir de passe-droit pour un tas de choses. Hein. Le fait d'avoir été Miss Floride, ça suffisait à votre bonheur, en général. Oui.
Je trouve que c'est plus intéressant pour toutes celles qui ont encore la chance de ne pas avoir lu Ma chérie. On ne va pas dévoiler ce qui va se passer, on ne va pas dévoiler les coups de théâtre. Cette vie dorée ne va pas durer. Oui. Je voudrais qu'on s'attache 2 secondes, toujours pareil pour nos héroïnes et les points communs. Le rapport à la mode, le rapport aux achats. Ça m'a beaucoup amusé de trouver des points communs dans vos 2 textes. Avec Anna, j'ai trouvé un maître pour planquer les affaires et acheter des nouvelles choses au quotidien en disant mais non, tu m'as pas vu, mais je l'ai depuis des années. Et avec Ma chérie, on revisite la haute couture. C'était un régal. L'une comme l'autre, vous avez mis cet aspect mode, cet aspect chaussures, vêtements. C'est très important pour vos héroïnes. Oui, oui, ça l'est parce que ça marque une époque. Donc, c'est très important de montrer comment les femmes s'habillaient à cette époque-là. Moi, à chaque fois que j'écris un livre, ça se passe toujours à une époque différente. Donc, pour tracer les couleurs de l'époque, on est obligé de passer par la mode. Et c'est vrai que c'est un régal de se plonger comme ça dans des archives, de regarder les robes de Monsieur Dior à l'époque, les jupes Corolle, et les choses comme ça. Il faut que ce soit très visuel en fait. Et la mode, par définition, est très visuelle. Et quand on la raconte dans un livre, on marque tout de suite une époque. Qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelais pas les go-go boots. Les go-go boots, oui, c'est qui est-ce qui a fait ça du coup? Les go-go boots, oh là là, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Courrèges. C'est André Courrèges, les go-go boots. Oui, c'est ces espèces de boots avec qui étaient plates, qui étaient souvent beige, avec une boucle en haut comme ça. Et c'était la première fois, enfin, dans les années 60, les femmes portaient beaucoup de talons, sauf quand elles mettaient des go-go boots. C'était les go-go, c'est-à-dire pour aller vite, pour marcher vite. Ça avait une connotation de dynamisme nouveau, en fait, avec la mini-jupe, la mini-robe Courrèges qui allait avec. Et Anna adore les chaussures aussi, Serena. Je pense qu'elle aurait très envie de go-go boots aussi. Elle adore les chaussures, oui. Dans le cas d'Anna, c'est parce que effectivement, il y a encore ce lien avec l'enfance où elle a une enfance très pauvre, elle a manqué de beaucoup de choses et c'est une façon de se venger, de se racheter, puisque maintenant elle peut s'offrir ce dont elle rêvait lorsqu'elle était enfant, puisque la mode l'a toujours attirée. Voilà, elle a toujours aimé cet aspect de la féminité, c'est-à-dire voilà, se maquiller, se pomponner. Et ça a été un manque dans son enfance parce qu'elle ne pouvait pas voilà, ses parents ne pouvaient pas lui offrir tout ce dont elle avait besoin, mais aussi parce que sa maman n'était pas du tout féminine. Et donc, voilà, elle se rattrape dans sa vie d'adulte avec beaucoup trop de chaussures, beaucoup trop de vêtements. Et puis, effectivement, elle essaye de planquer ça parce qu'elle est un petit peu trop excessive, elle dépense beaucoup trop au goût de son mari. Toujours pour nos 2 héroïnes, l'amitié, comment vous avez ressenti? Elle paraît évidente pour Anna, elle est présente, elle est là. Pour Ma chérie, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, l'amitié. Ah oui, parce que c'est comment dire sans trop en dévoiler, c'est faux. Les amitiés qu'elle connaît jusqu'au moment où le livre va vraiment démarrer, elle va se rendre compte que c'est des amitiés fausses, que c'est des amitiés qui sont liées à son statut social, qui sont liées au fait qu'elle fréquente un homme qui est très apprécié dans les cercles des rich people floridiens. Et tout ça, en fait, c'est pour ça que le titre Ma chérie, c'est pas Ma chérie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ma chérie. C'est le côté très futile, en fait. C'est comment on interprète quelqu'un dans un cocktail, quoi. Ma chérie, comment vas-tu? Et donc, voilà, c'est pas du tout Ma chérie, je t'aime. Mais alors, j'aurais presque parlé aussi d'amitié avant, pendant son enfance, parce qu'elle a été difficile, exclusive, mais l'amitié a existé quand même. Oui, bien sûr, parce c'est un garçon manqué. On va dire qu'elle n'avait pas le choix, en fait, parce qu'elle vivait quand même dans un petit village qui s'appelait Sugar Pines, qui était perdu dans la mangrove de Floride. Son père travaille dans une scierie, etc. Bon, c'est assez isolé. Et elle est très copine, avec ses genoux maigrichons, et puis elle est très agile. Bon, elle grimpe aux arbres, elle grimpe sur les palétuviers avec son meilleur copain. Donc, il y a un garçon. Et cette amitié, en fait, elle va la retrouver plus tard. Mais ça va être compliqué, donc on ne peut pas en dire trop là-dessus.
Non plus. Pour Anna, elle est vraiment dans son époque, elle est vraiment de nos jours. Les copines, elles ont été là, elles ont eu un rôle très important depuis son arrivée en France. Grâce à elle, elle a connu son mari. Les copines restent toujours très importantes. L'amitié est un ciment dans la vie d'Anna. C'est un vrai ciment, oui. Elle dit que ce sont les femmes de sa vie, en fait. Toutes ces rencontres qu'elle a faites avec Agathe en premier, qui lui a appris à parler le français, qui lui ramenait les livres de sa petite sœur en cachette pour qu'elle puisse étudier les programmes de la primaire alors qu'elle est arrivée au collège. Puis les rencontres qu'elle fait par la suite, elle a besoin de... C'est une famille qu'elle s'est choisie puisque la sienne était bancale. Elle a reconstruit cette famille avec les femmes qu'elle a rencontrées. Et effectivement, elles sont des piliers, autant de piliers pour Anna. Elle la porte, elle la motive, elle la tire vers le haut. Et ce sont des femmes voilà, très importantes pour elle. Parlant d'amitié, il y a aussi un sujet que je voulais évoquer. C'est le sujet de la maternité. On l'a évoqué déjà pour Anna. Vous l'avez traité d'une manière très particulière, toutes les deux. Et Laurence, particulièrement pour Gloria, le sujet de la maternité. Et puis, parlant de maternité, j'aimerais aussi, dans le cas d'Anna, qu'on évoque la grand-mère, le rôle de la grand-mère qui est si importante, la transmission, ce qu'on Oui, disait tout à l'heure. la grand-mère chez Anna, elle a été une mère de remplacement finalement. Elle a été mère et grand-mère. Donc, elle compte double pour Anna. C'est pour ça qu'elle est si attachée à elle et que c'est terrible cette séparation qu'on lui impose. La grand-mère italienne, la nonne, c'est vraiment un concept plus que voilà, c'est vraiment une façon d'être et c'est très important. En Italie, je trouve que ces liens grand-mère-enfant sont encore plus forts parce que souvent les enfants sont encore pour la plupart gardés par les grands-parents lorsque les parents travaillent. Et voilà, ce lien-là est très puissant, encore plus fort dans le cas d'Anna que le lien maternel. Et elle lui a tout transmis là où la mère d'Anna voilà, n'avait pas pu faire n'avait pas pu être à la hauteur. En tout cas, la nonne a été là pour rattraper le coup. Et puis, donc, Anna a appris aussi à devenir mère grâce à elle, finalement. Tout à fait. Et Anna va devoir grandir et devenir mère, va apprendre à devenir mère. Ça ne se passera pas comme elle voudra, ça sera trop rapide, trop brutal, mais elle va se découvrir avec ce second enfant et les rendez-vous chez le psy. Pour Gloria, c'était incroyable de lui imposer une épreuve. On ne va pas raconter laquelle, mais au sujet de la maternité, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, Laurence. Tu nous as vraiment envoyé dans la figure quelque chose d'intense et ça, pour moi, accentué la solitude de Gloria. Alors oui, c'est difficile de dire quoi sans trop en parler, mais quand on est au début du roman, Gloria a 30 ans. Bon, elle a 30 ans en 1963. Donc 30 ans en 1963, c'est pas 30 ans de nos jours. Hein. De nos jours, c'est la post-adolescence, 30 ans encore. Mais à cette époque, bon, elle vit elle vit plus ou moins avec un riche amant. Et elle se pose la question de la maternité, parce qu'à 30 ans, dans les années 60, ne pas être mère, c'est quand même un échec. Et donc, cette question se pose. Elle n'est pas dans une situation où elle peut vraiment exiger quoi que ce soit. Et donc, après, c'est compliqué d'en dire plus Non, mais excuse-moi, Laurence, est-ce que tu es d'accord pour dire que la façon dont tu l'as traité, l'histoire que tu lui mets dans les mains, ça inclut une grande solitude. Ça inclut une absence de transmission, même si elle a des parents gentils et ils se révéleront gentils et présents. Mais par rapport à la nonna d'Anna, notre Gloria est beaucoup plus solitaire.
Oui, mais ce qu'elle vit en fait, c'est ce qu'elle va vivre par rapport, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais ce qu'elle va vivre par rapport à la maternité, en fait, c'est la représentation, ça synthétise la vacuité de ce qu'elle a, de sa vie, de cette Ouais. dizaine d'années qu'elle a passée. C'est vraiment le symbole de cette vacuité-là. Voilà. Donc, Très joli, c'était. parfait. Bon, ben voilà, j'en dis pas plus. Non, non, c'est très bien. Donc, vous voyez nos personnages, nos deux femmes, deux époques aussi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Une société aux États-Unis très hypocrite encore. On est en 63. Normalement, les Noirs ont le droit de vivre quasiment comme les autres, mais la société est encore complètement guindée. Le Ku Klux Klan, à mon avis, existe toujours. Ouais. C'est une société très hypocrite. Et pour Anna, on est dans une société moderne avec toutes ses difficultés aussi, la pression de devoir réussir, d'être une bonne mère, d'être brillante au travail. Elles ont l'une aux États-Unis et l'autre en France, avec le contrepoids de l'Italie qui est un peu solaire, sympathique, attirante. Des deux pays avec deux cultures très différentes. Oui, Tu y en toujours. as une qui veut parler? Oui, deux pays. Pour Anna, effectivement, la charge que toutes les femmes subissent aujourd'hui, le fait d'être parfaite partout, d'assurer sur tous les plans, ce qui est impossible, hein, je crois. Et cette charge de la société, voilà, qui incombe aux femmes d'être une bonne mère, une bonne épouse, une femme épanouie, de faire du sport, de retrouver sa taille tout de suite après l'accouchement. Et elle en a marre, elle le dénonce. Ce qu'elle subit aussi à son travail lorsqu'elle revient après son congé maternité. Enfin voilà, tout ça, ce sont des choses qui existent pour toutes les femmes, je crois, en France et partout ailleurs. Et il est temps que ça change un petit peu. Donc je pense que toutes les femmes peuvent se retrouver en Anna pour ce point-là. Et j'avais vraiment envie d'en parler, de le dénoncer parce qu'on ne le fait toujours pas assez. Et qu'il est temps vraiment de répartir les responsabilités. Hein. Lorsqu'on fait un enfant, on est souvent deux. Et ce serait bien que les charges soient plus équitablement réparties. Pour revenir à la société américaine, on rappelle, si tu es d'accord, Laurence, 1963, c'est le grand discours de Kennedy sur la liberté, sur le droit de tout le monde, noir ou blanc. C'est le discours de Martin Luther King. C'est aussi l'assassinat de Kennedy, novembre 63 à Dallas. Ça, c'est pour bien montrer ce climat. Et là, je voudrais aborder, je vois l'heure qui tourne, je voudrais aborder un point important pour vos deux héroïnes. Perrine, si toi aussi tu es d'accord, c'était d'un point crucial dans les romans de l'une comme de l'autre, la question du racisme. Tant pour Anna, on va le voir, Serena, tu fais dire à Anna, j'ai épousé un arabe rien que pour emmerder mes parents, je cite. Et elle le dit. Et Anna, elle va se rendre compte, quand il cherche un appartement, quand il y a beaucoup de questions comme ça, que le racisme, en 2010, en 2015, est toujours là. Et puis, en 2020 aussi, plus que jamais encore. Oui, on va la suivre tout au long. Et pour Gloria, en 1963, alors je pense que Laurence, tu peux nous raconter cette scène importante, la rencontre avec Marcus, qui va être un des bascules de la vie de Gloria, quelque chose qui lui paraît invraisemblable, qui va choquer énormément de monde. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'à un moment, pour des raisons que je ne dévoilerai pas, Gloria va se retrouver donc dans un bus, ces bus Greyhound là, qui sillonnent les États-Unis. Le bus est plein et elle est assise. Il y a une place à côté d'elle, une place libre, c'est la seule place libre, et un homme arrive. Et un homme avec son chapeau comme ça devant lui demande très très poliment, lui dit il faut absolument que je rentre à temps de pas, que j'y sois demain. Est-ce que je pourrais m'asseoir à côté de vous?
Et elle, qui a vécu dans une bulle pendant des années, pour qui, finalement, elle est d'une grande innocence dans tout ça. Elle a, tout ce qu'elle sait des préjugés raciaux, c'est simplement que jusque-là, la dame qui venait faire le ménage chez elle venait de Cuba, quoi, c'est tout. Enfin, elle s'est bien rendue compte qu'il y avait une différence de traitement entre les gens, mais sans plus. Bon. Et elle va accepter que cet homme noir s'asseye à côté d'elle. Et tout ça sous le regard courroucé de ce qu'on appelle les rednecks aux États-Unis, c'est-à-dire, je ne sais pas comment trouver un autre mot que de dire ces blaireaux, quoi. C'est-à-dire. Des ploucs. Des ploucs enfin, c'est les mêmes qui ont élu Trump. Hein, donc voilà, on peut le dire, hein, ils sont toujours là, hein, de toute façon. C'est typique quand même, c'est assez typique du Middle West, du Sud, et puis. Et voilà, donc, et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que son esprit va s'ouvrir et qu'elle va se rendre compte d'un tas de choses qu'elle avait ratées et que la ségrégation, ça fait aussi partie des choses qu'elle a ratées. Et elle va avancer, ça va avancer. Alors, je vois Nathalie arriver. J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous êtes d'accord toutes les deux pour dire que vos héroïnes vont réfléchir, choisir, oser et changer de trajectoire? Anna va quitter son boulot, va se réaliser dans l'écriture. Gloria va changer radicalement de mode de vie. Une héroïne, est-ce que c'est une femme qui ose, qui se prend en main et qui choisit sa destinée? Oui, est-ce que c'est pas le nœud d'un roman, justement, ça? Est-ce que c'est pas justement la bascule d'un roman? Sinon, d'écrire une vie, il y en a certainement qui le font très bien. Je pense à Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, par exemple, qui raconte un quotidien comme ça. Mais bon, je pense qu'il faut que, enfin moi personnellement, quand j'écris, il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'il y ait une bascule, et qu'effectivement cette femme qui est partie de quelque chose arrive à autre chose. C'est ça qu'on raconte dans un roman. Quoi qu'on veuille dire, quel que soit le roman, il y a forcément une bascule dedans, je trouve. Oui, je suis assez d'accord. Il faut, en tout cas, c'est ce que j'aime lire, moi, dans les romans. Ouais. En tant que lectrice, c'est ce que j'aime me retrouver. Donc, c'est aussi ce que j'écris, un cheminement et un moment où, effectivement, où on cherche des solutions, on les trouve et on les applique pour aller mieux, pour avancer, en tout cas évoluer. Perrine, en tant qu'éditrice, l'héroïne, donc une femme qui s'assume, qui choisit. Alors, c'est pas toujours une femme, mais c'est vrai qu'on aime avoir des personnages forts. Il faut de l'assise, il faut raconter une histoire parce que sinon, on ne se projette pas assis sur son canapé en train de lire. On a envie de quelque chose qui nous embarque ailleurs. Et c'est aussi comme ça qu'on a envie de lire et de s'évader. Donc oui, personnage fort, toujours, homme ou femme. D'ailleurs, Perrine, pour vous, quelles sont les héroïnes à la mode? Là, j'en ai deux à gauche de mon écran qui sont des auteurs qui font mes héroïnes du quotidien. Et j'en ai beaucoup d'autres, mais ça me suffit déjà. Ça suffit à mon bonheur en tant qu'éditrice, oui. Alors, ce soir, c'est vrai que nous avons la chance, pour une fois, d'avoir une éditrice de format poche. Les éditeurs sont souvent Je crois qu'on a perdu Nathalie aussi. Ah bon? Vous m'entendez pas là? Si. Allô? Si bon, vous m'entendez? Ça y est, vas-y. Donc les éditeurs sont des gens de l'ombre. Moi, j'aimerais bien que Perrine explique quel est exactement son rôle, parce que je pense que c'est pas évident d'être une éditrice de format poche, puisque le livre a déjà été écrit. Comment tu interviens justement? Voilà, quel est ton rôle exactement? Qu'est-ce que tu fais? Mon rôle est de choisir dans l'océan de livres qui sort toutes les semaines et tous les mois et tous les ans, de choisir ceux que j'ai envie de défendre en poche, à qui j'ai envie de donner une deuxième vie. Alors sur le marché du poche, on est plusieurs, hein, mais voilà, auxquels j'ai envie de donner une vitrine qui s'appelle Pocket. Et c'est parfois compliqué. Parce que parfois, on a envie de leur donner à tous une chance, mais on ne peut pas. Donc, il faut faire des choix.
Et donc, j'imagine qu'après, tu interviens aussi sur ce qu'on appelle les couvertures de poche. Alors là, je crois que celle-là, elle n'a Alors, pas changé par rapport au grand format. Non. Comment ça ça se dépend. passe? Comment ça se passe justement le travail? C'est choisi au cas par cas. C'est-à-dire que déjà, bon, il y a une question de goût assez sûre, mais mon goût à moi importe peu. Le goût, c'est celui qui va rencontrer les lecteurs et qui va le plus marcher. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est sûr, c'est que il y a des ouvrages qui ont été très identifiés par une couverture en grand format et d'autres moins. Quand ça a été très identifié, c'est difficile de le changer. Quand ça l'a moins été, pour des raisons X ou Y, c'est plus facile. Après, typiquement, Serena, c'est son premier livre chez nous. Et sa couverture avait été très identifiée. Donc, on ne se pose pas de questions. Laurence, c'est le 5e déjà. Et on a les 4 autres qui répondent. Et celui-là, on se dit, c'est du cas par cas. C'est 12 personnes qui discutent. Qu'est-ce qu'on fait et où on va? Est-ce que ça va plaire à l'auteur? Est-ce que c'est une vraie question? Et après, est-ce que ça va plaire au lecteur? Donc, c'est vraiment, on se pose la question pour chaque titre. Alors là, il y a Marc qui rebondit justement sur le choix des livres et qui dit qu'est-ce qui se passe si plusieurs éditeurs veulent le même livre pour leur forme, pour leur maison d'édition en poche. Comment ça se passe? Vous vous battez? C'est la bagarre. C'est exactement ça. C'est vraiment, ça peut être la guerre. Après, la guerre, on n'est que des gens qui nous connaissons et on s'apprécie et voilà. Mais c'est une concurrence. Ce sont nos concurrents. Donc oui, parfois c'est compliqué. C'est qui a le plus d'atouts dans sa manche, qui va le plus avoir aimé le livre, qui va le plus dire mais moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Non, c'est un peu la guerre, quoi. Mais c'est sain. Mais alors, ça veut dire que en général, ça se passe simplement, c'est-à-dire que vous voulez tous le même. J'imagine que c'est au cas par cas, mais c'est plus. Est-ce que ça se marche aussi par groupe? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ça marche aussi par groupe où il y a enfin, on peut être sollicité en amont, mais j'ai un très bel exemple puisque Laurence est aujourd'hui publiée chez Calman Levy, qui est le groupe Hachette, et est en poche chez Pocket, qui est le groupe Editis. Donc tout est faisable. Il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'ombres qu'on ne voit pas. Beaucoup de choses se font très en amont parce qu'on se rencontre sur un salon. Ah, mais j'aimerais beaucoup lire ton prochain roman. Ah oui, il m'a beaucoup plu. Je voudrais vraiment le faire en poche. Ou ça arrive sur mon bureau par hasard et je me dis, waouh, génial. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tout est faisable. Ce qui est sûr, c'est que quand je perds la bagarre, ce qui m'arrive parfois, je suis très mauvais poil. Et alors justement, Marc rebondit encore une fois. Est-ce que c'est des questions d'argent? Est-ce que c'est celui qui met le plus d'argent qui l'emporte? Voilà, je vais traduire concrètement. C'est ça? Pas que. L'argent rentre en ligne de compte, c'est évident, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je ne peux pas donner toutes mes recettes de cuisine, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a une autre question pour toi, Perrine, de la part d'Olivia. Est-ce qu'on peut être victime émotionnellement en tant qu'éditrice? Être empêchée de faire son boulot parce que le livre résonne trop sur soi? Non, c'est un métier quand même. C'est mon métier. Il faut faire la part des choses. Évidemment, publier un livre qui nous parle et qui résonne, ça met beaucoup d'émotions. Alors, parfois, elle est utilisée à bon escient et parfois, peut-être, elle peut bloquer ou être pas moteur. Mais il faut savoir faire la part des choses. Le livre, à part si c'est moi qui l'écris et qui raconte ma vie, ça n'est pas ma vie. Parfait. Alors maintenant, je vais m'adresser aux autrices qui sont là. Il y a une question de Caroline pour vous. Est-ce que vous pensez qu'une héroïne marquante apparaît de façon magique à un auteur? Et est-ce que vous diriez que c'est une rencontre? Oui, moi je dirais que c'est magique. Oui. On est d'accord.
Anime. Ouais. Une vraie Moi, rencontre. Oui, c'est une rencontre. Oui. Que ce soit pour mon premier roman ou pour le second, elles se sont imposées à moi. J'ai pas le choix. En fait, elles viennent, elles toquent à ma porte et elles s'imposent dans ma tête pendant des mois et elles font leur chemin tout doucement. Et puis c'est elles qui me guident en fait. Euh, Comme Laurence, j'ai pas de plan. Je suis guidée par mes personnages. C'est l'histoire qui s'impose à moi. Et donc l'héroïne aussi, bien sûr. Et c'est des rencontres, après, elles nous manquent tellement à la fin. Moi tous mes personnages me manquent profondément. Donc, c'est un vrai deuil à la fin du livre de les quitter. Est-ce que vous êtes conscientes toutes les deux de votre part très personnelle que vous mettez dans vos personnages? Non. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est naturel? Enfin, est-ce que c'est réel? Il y a une question dans ce sens de Pauline qui dit dans quelle mesure la vie des autrices a inspiré leurs héroïnes? Pas beaucoup. Non, moi j'aime bien parler de changement de vie, mais je pense qu'encore une fois, c'est un thème qui est de toute façon universellement romanesque, le changement de vie, parce que moi-même j'ai changé de vie. J'ai été journaliste pendant plus de 20 ans et j'ai tout laissé tomber à un âge où on m'a dit que j'étais folle de le faire, quoi, et pour écrire des romans. Donc, c'est sûr que le changement de vie m'a toujours fasciné. Mais à part ça, dans le caractère des héroïnes, s'il y a des parties personnelles, non, je sais pas conscient. C'est pas conscient. Laurence, il y a une question pour vous d'Alexandra qui pourrait aussi s'appliquer à Serena, je trouve. On va changer les pays seulement. Alors, Laurence, vos romans se déroulent souvent aux États-Unis. Pourquoi? Et on pourrait poser la même chose à Serena. Pourquoi pratiquement en Italie? Parce que je connais les États-Unis mieux que la France, presque. Enfin, j'y passe le plus de temps. C'est mon pays de cœur. Voilà, avec tous les défauts qu'il a, dont je suis très consciente. Mais il se trouve que quand je suis là-bas, je suis bien, je suis chez moi. Je me sens chez moi. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention d'y être chez moi définitivement. Oui, mais j'ai déjà une de mes filles qui habite là-bas. Enfin, et c'est pour moi, culturellement, je sais pas, c'est inexplicable, j'en sais rien. C'est inexplicable pour moi. Je connais plus New York que Grenoble, ville dans laquelle je suis née et où j'ai toujours vécu. On me demande encore ce matin, j'étais partie marcher, puis il y a un cycliste qui m'a demandé son chemin. Ça fait quand même 54 ans que j'habite ici. J'ai pas été fichue de lui donner le cours Jean Jaurès, quoi, qui est quand même un des plus grands cours de la ville. Alors que quand je suis à Manhattan, on peut me demander mon chemin pour aller dans le Bronx, pour aller à Harlem, pour aller n'importe où. Je le sais. C'est comme ça, je sais pas. C'est magique, c'est voilà. Serena, l'Italie. Oui, c'est la même chose. C'est ma terre natale et même si actuellement j'ai passé plus de temps en France qu'en Italie, je me sens plus profondément italienne et chez moi en Italie. Donc effectivement, j'ai envie de raconter de ce pays, des Italiens. Contrairement à Laurence, j'ai mis beaucoup de moi, surtout dans le premier roman. On a beaucoup de points communs avec Anna, donc c'était aussi plus facile de me lancer pour un premier que de parler de choses que je connais. Et voilà, donc comme le premier était entre la France et l'Italie, le deuxième était consacré complètement à l'Italie parce que et en plus j'écris en Italie, donc je suis entourée de l'ambiance italienne et c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me motive. Il n'y a pas vraiment effectivement d'explication à part le bien-être que le pays me procure. Et est-ce que vous écrivez en italien ou pas du tout? J'écris en italien dans mes carnets personnels. J'alterne vraiment entre les deux langues au quotidien. J'écoute la musique qu'en italien, la radio italienne, je lis en italien, mais pour l'écriture des romans, c'est le français qui je ne saurais pas expliquer. Voilà, donc je jongle vraiment entre les deux, mais pour l'écriture, en tout cas, pour mes histoires, c'est en français. Pour les pensées personnelles, c'est en italien. Parfait. Alors, une question pour toutes les deux de Marie. Est-ce que les livres font perdurer des liens qui disparaissent parfois dans la vraie vie? Le rôle de la grand-mère était plus important chez nous aussi, mais a tendance à se dissoudre. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Et chez moi, effectivement, c'était un moyen de
de faire perdurer ce lien avec ma grand-mère que j'ai perdu il y a longtemps. Et grâce à celle d'Anna, voilà, j'ai renoué un peu ce lien. Je me suis offert des moments que j'ai pas eu le temps de vivre avec ma grand-mère. Donc, je les ai vécus au travers de leur histoire à elle. Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment une continuité et c'est pour faire vivre des personnes qui ne sont plus là. Laurence? Non, puisque, enfin, pas personnellement, c'est pas pour faire perdurer des liens parce que je les ai. Enfin, non, j'ai pas cette impression. J'ai pas cette impression. Ou peut-être des liens amicaux qui ont disparu. Ça serait plutôt de ce côté-là chez moi. Parfait. Il y a Nadia qui voudrait savoir, donc c'est la question toujours à vous deux, quelle est la différence entre la relation à l'éditrice du grand format et la relation de l'éditrice de poche? Attention, elle est là, elle vous écoute. Hein. Non, non, la différence, c'est que, c'est comme disait Perrine tout à l'heure, c'est-à-dire que l'éditrice de grand format, elle assiste à l'écriture du livre. Alors après, bon, je ne sais pas comment travaillent les autres auteurs, si, parce qu'on en a parlé souvent dans des salons, etc. Moi, je sais que je ne fais pas relire mon roman au fur et à mesure à mon éditrice. Je lui fais lire en 2 fois, en fait. Je lui fais lire la première moitié, une fois que j'ai fait la moitié, et la fin. Voilà, une fois que c'est terminé. En fait, elle le lit au milieu, elle le lit à la fin. Parce que je pars du principe qu'un livre, c'est une décision. Et que si je veux écrire ça, à partir du moment où je suis arrivée au bout de moi, ce que je voulais écrire, il ne faut pas qu'en route, on me détourne mon chemin, en fait. Ce que d'ailleurs, mon éditrice que j'ai depuis le début, mon éditrice de grand format, ne fait jamais. Par contre, elle peut intervenir à la fin en disant il y a cette partie n'est pas logique, ou là, il y a peut-être une incompréhension, tout ça, mais ça arrive de plus en plus rarement. Et la relation avec ma chère Perrine et l'équipe de Pocket, bah, c'est une relation de, comment dire, d'être portée, quoi. Serena? C'est ça pour moi aussi. Alors, avec mon éditrice grand format, avec Noël, que j'embrasse, on travaille effectivement le texte ensemble. Alors, comme Laurent, je ne fais pas lire avant la fin parce que je ne suis pas assez sûre de moi. Donc, à la moindre hésitation, à la moindre remarque, je pourrais tout remettre en question, tout effacer. Donc, je suis obligée d'aller au bout de ce que j'ai envie de raconter pour ensuite accueillir ses remarques, ses suggestions, qu'elle fait toujours. Je trouve que c'est une chance parce que ce n'est pas toujours le cas en me laissant la décision finale. Voilà, ce sont vraiment des suggestions. Et avec mon éditrice Poche, c'est effectivement une deuxième vie pour ce roman, un second souffle. Parce que version Pocket, donc plus accessible aussi aux lecteurs. C'est une continuité, c'est une autre famille pour nos personnages, c'est une autre façon de les porter aussi, c'est un plus large public. Donc, c'est tout ça, c'est deux relations différentes et complémentaires en fait. Il y a Elisabeth qui a une question à poser à Perrine. Pourquoi un livre doit-il paraître en grand format avant le format poche? Donc, je te laisse y répondre. C'est marrant parce que souvent, nous, on a l'inverse en librairie, et Marie-Adélaïde ne me contredira pas. Souvent, on nous dit « Ah ben, je vais attendre qu'il sorte en poche ». Ce n'est pas une évidence. Tout le monde ne le sait pas. Alors, est-ce que tu peux d'abord répondre à la question? Je vais enchaîner sur ce que je viens de dire. Attention, difficulté. Je vais vous expliquer assez rapidement. C'est parce que derrière un livre, il y a une économie des auteurs, mais il y a énormément de gens qui travaillent. Et qu'il est bon aussi qu'ils aient un peu d'argent à la fin du mois. Et que donc, oui, un livre en grand format, ça coûte plus cher, mais ce n'est pas le même travail, ce n'est pas le même papier, ce n'est pas le même investissement et ce n'est pas le même argent dans la poche de l'auteur à la fin. Un poche, ça coûte beaucoup moins cher. C'est une autre économie, énormément d'autres gens qui travail, mais comme ça coûte moins cher, on espère en vendre plus. Voilà, c'est une question d'économie. Et sachant que il y a aussi beaucoup de gens qui aiment le grand format, et moi j'adore ça, même si je le publie du poche. C'est très agréable de lire aussi sur grand format, parce qu'on ne lit pas la même chose.
Un poche, on le trimballe dans le métro, dans le train. Un grand format, on est bien aussi dans son lit. Il y a des gens qui préfèrent, il y a des gens qui aiment les deux, il y a des gens qui achètent les deux. Voilà, c'est une question de goût, de choix. Et puis, aujourd'hui, quand on a envie d'avoir un peu de presse, un peu de soutien dans les médias, chez les journalistes, à la télé, être un peu, pourquoi pas avoir un prix. On a deux héroïnes qui ont eu chacune un beau prix pour leur livre. Ça se passe en grand format. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour je voulais ajouter sur la c'est vrai que ça coupe beaucoup. On n'a pas entendu la fin de ta phrase. Est-ce que tu peux la répéter? Je voulais rajouter sur la relation avec les éditeurs quand on est en poche ou en grand format, même si Serena, on ne se connaît pas encore beaucoup puisqu'on a eu un petit arrêt là, ces 3 derniers mois. C'est qu'en fait, le poche a une durée de vie longue. Donc, dans 2 ans, dire à Serena, viens, on fait un truc autour de Ciao Bella, c'est possible. Ça ne l'est pas ou quasiment pas en grand format. Donc, la relation est plus longue avec le livre en question. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus de relation avec son éditrice grand format, mais c'est le livre qui nous lie qui a une relation plus longue. Moi, j'ai une petite question pour Serena. Je voudrais savoir si elle a la même phobie que Anna avec le petit liquide qu'il y a au-dessus des yaourts. Parce que ça m'a fait beaucoup rire. Non, c'est pas Anna qui a cette phobie, c'est une de ses… Ah oui, pardon. Oui, c'est de ses lectrices. Non, alors je ne l'ai pas. J'ai plein d'autres phobies, mais pas celle-ci. Je partage avec Anna la phobie des patates germées, qui me dégoûte au plus haut point. Voilà, mais pas celle du yaourt, le petit liquide. Ceci dit, je le retire aussi. C'est pas très… Voilà. Il y a Valérie qui voudrait savoir si vous aimeriez voir vos romans adaptés à la télévision ou au cinéma. Bon, j'imagine que oui. Est-ce que c'est une envie très forte chez vous? Oui, oui, moi c'est essentiel. Enfin, je veux dire, je suis une ancienne critique de cinéma. Le cinéma, c'est ma passion. Et quand j'écris un livre, je vois les scènes, quoi. C'est vraiment. Alors ça arrivera pas, je sais pas, mais en tout cas, j'écris toujours dans l'idée de quelque chose de très cinématographique. Moi, pas trop, pas dans le sens où je n'ai pas envie, bien sûr, j'en aurais très envie, mais c'était déjà assez inespéré d'être éditée, de devenir romancière que voilà, j'ai du mal à me projeter encore plus loin. Donc pour l'instant, ça me paraît inaccessible, mais évidemment, je serais ravie, même si effectivement, moi aussi, je visualise tout. Donc de voir d'autres visages, d'autres lieux que ceux auxquels j'ai pensé moi, ça risque d'être perturbant, mais en tout cas, ouais, c'est bizarre, ouais. Ça doit être bizarre. Parfait. On espère quand même. On espère quand même. En tout cas, moi, je vais vous remercier d'avoir été là avec vos héroïnes, avec votre éditrice qui est aussi une héroïne, parce qu'on peut le dire. Les éditeurs sont vrai. Oui. Voilà. Merci Marie-Adélie d'avoir été là avec nous ce soir. Avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais dire qu'il faut lire absolument le livre de Laurence Perrin qui s'appelle Ma chérie aux éditions Pocket, évidemment, et le livre de Serena Giuliano qui s'appelle Ciao Bella. D'ailleurs, ce titre, il est partout, hein. Il est en chanson et c'est un titre qu'on retient bien. Vous avez de la chance, hein, parce que… Et vous dire que demain, on se retrouve à 19h où j'aurai la chance d'animer la rencontre où on va parler de voyage et d'évasion. Ça sera avec les éditions Magellan. Donc, mesdames, je vous remercie d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Je vous laisse le mot de la fin. C'est un peu vache, mais on va faire ça comme ça. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère, en présentiel, comme on dit maintenant. Hein. Ah oui. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Laurence, Serena et Perrine, ou alors Marie-Adélie, comme vous voulez, ne vous battez pas. Allez, dernière petite question. Est-ce que c'est plus facile de parler, d'écrire sur une femme que sur un homme? Pour moi, oui. C'est une évidence? Oui. Pour moi aussi. Voilà. Allez, donc on est heureuse, on attend vos nouvelles héroïnes et ça sera un plaisir de les lire. Maintenant, merci. Bonne écriture et merci pour ces 2 textes. C'était un plaisir et un honneur de vous faire parler.